Nous poursuivons maintenant l'estimation du paramètre de forme xi, mais en changeant de point de vue. Au lieu d'ajuster directement une loi GEV au maxima par bloc ou une loi GPD au-delà d'un seuil fixé, on peut exploiter les plus grandes statistiques d'ordre de l'échantillon. L'idée générale vient des caractérisations des domaines d'attraction étudiés précédemment. Le comportement relatif des plus grandes observations contient de l'information sur la vitesse de décroissance de la queue et donc sur le paramètre xi. On ordonne les données de la plus grande à la plus petite et l'on utilise un nombre k d'observations situé dans la partie supérieure de l'échantillon. Deux estimateurs généraux sont présentés ici. L'estimateur de Pickens repose sur des écarts entre trois niveaux de statistiques d'ordre autour des rangs k, 2k et 4k. Il compare donc la façon dont les espacements entre quantiles extrêmes évoluent lorsque l'on descend progressivement dans la queue. Sous les conditions de domaine d'attraction, le rapport de ces espacements possède un comportement asymptotique qui dépend uniquement de xi. Le logarithme de ce rapport permet ainsi d'estimer le paramètre de forme. L'intérêt de Pickens est qu'il n'est pas limité au seul cas des queues lourdes, même s'il peut être relativement variable en pratique. L'estimateur de Dekers-Einmal de Hahn, souvent appelé estimateur des moments, part d'une autre idée. On considère les excès logarithmiques des plus grandes observations par rapport à une statistique d'ordre servant de seuil. On calcule leurs deux premiers moments empiriques. Le premier correspond à l'idée de Hill. Le second apporte une information supplémentaire sur leur dispersion. Une correction construite à partir de ces deux moments permet d'étendre l'estimation à des valeurs de xi qui ne sont pas nécessairement strictement positives. Dans les deux cas, le paramètre k joue donc un rôle essentiel. Il détermine jusqu'où l'on descend dans l'échantillon pour considérer qu'une observation appartient encore au régime extrême. Nous allons retrouver ce même problème très clairement avec l'estimateur de Hill. L'estimateur de Hill est probablement l'estimateur le plus célèbre de l'indice de queue. Il est cependant important de rappeler immédiatement sa restriction. Il est conçu pour le cas où xi est strictement positif, c'est-à-dire pour les distributions à queue lourde appartenant au domaine d'attraction de Fréchet. Son interprétation est particulièrement simple. On retient les cas plus grandes observations et l'on prend comme seuil la valeur située juste après elle dans l'ordre décroissant. Pour chacune des cas observations retenues, on mesure l'excès sur une échelle logarithmique par rapport à ce seuil, puis on en calcule la moyenne. Pourquoi travailler avec les logarithmes ? Pour une loi de Pareto exacte, le rapport entre une observation dépassant un seuil et ce seuil possède encore une structure de Pareto. Après transformation logarithmique, les excès deviennent exponentiels et leur moyenne est précisément égale au paramètre xi. L'estimateur de Hill reproduit empiriquement cette moyenne. Les conditions asymptotiques affichées sur la slide traduisent un compromis fondamental. Lorsque la taille de l'échantillon augmente, le nombre k d'observations utilisées doit lui aussi augmenter. Sinon, l'estimation resterait trop variable. Mais la proportion k sur n doit tendre vers 0. On doit utiliser davantage d'observations tout en restant dans une fraction de plus en plus extrême de l'échantillon. Sous ces conditions et des hypothèses supplémentaires sur la régularité de la queue, les estimateurs de Pickens, de Dekers, Einmal, de Hahn et de Hill sont convergents. Ils possèdent également des lois limites gaussiennes après multiplication de l'erreur d'estimation par la racine carrée de k. Les expressions de variance indiquées sur la slide ne sont pas à mémoriser telles quelles. Ce qu'il faut retenir est qu'elles quantifient la variabilité asymptotique propre à chaque méthode. Pour Hill, cette variance est directement liée au carré de xi. En pratique, la difficulté principale reste le choix de k. Avec un k trop petit, on travaille sur très peu d'observations et la variance est forte. Avec un k trop grand, on incorpore des données qui ne sont peut-être plus suffisamment extrêmes et le biais augmente. C'est pourquoi on représente généralement l'estimateur en fonction de k, ce que l'on appelle un Hill plot. Cette figure compare les trois estimateurs que nous venons de présenter. Hill, Dekers, Einmal, de Hahn et Pickens.
Les données sont ici simulées dans un cadre où la vraie valeur du paramètre de forme est égale à 1. La ligne horizontale autour de 1 constitue donc la valeur de référence que les trois courbes devraient retrouver lorsque le nombre k de statistiques d'ordre utilisé est convenablement choisi. La première chose visible est la très forte instabilité pour les petites valeurs de k. Lorsque l'on ne conserve qu'un très petit nombre d'observations extrêmes, chaque statistique d'ordre pèse beaucoup dans le résultat. Un seul écart inhabituel entre deux grandes observations peut produire une modification importante de l'estimation. C'est particulièrement visible pour Pickens et pour l'estimateur des moments. Lorsque k augmente, les trois courbes se rapprochent progressivement de la valeur théorique. On observe une zone assez large dans laquelle elles évoluent autour de 1 avec des fluctuations beaucoup plus faibles. C'est précisément ce type de zone que l'on recherche dans un graphique de stabilité. Hill apparaît ici relativement stable sur une large plage de valeurs de k. Cette bonne performance est cohérente avec le fait que la simulation correspond à une queue lourde de type Pareto, qui est exactement le cadre pour lequel Hill est conçu. Pickens et Decker-Einmal de Hahn ont un champ d'application plus général, mais cette généralité peut s'accompagner d'une variabilité plus importante. Le graphique illustre donc qu'il n'existe pas un estimateur uniformément préférable, indépendamment du contexte. Il faut surtout retenir la méthode de lecture. On ne choisit pas k parce qu'une courbe atteint une valeur particulière à un point donné. On cherche une région où l'estimation reste raisonnablement stable lorsque k varie. Cette stabilité doit être suffisamment longue pour ne pas être un simple accident d'échantillonnage. Le choix de k reproduit ainsi le compromis biais-variance déjà rencontré pour le seuil de la méthode POT. Peu d'observations donnent une grande variance. Trop d'observations peuvent conduire à sortir du régime asymptotique de la queue. Nous appliquons maintenant l'estimateur de Hill à un jeu de données classique de sinistre d'assurance danois. Le graphique représente la valeur de l'estimateur en fonction du nombre k de plus grandes observations utilisées. La courbe centrale est le Hill plot, proprement dit, et les deux courbes qui l'encadrent représentent l'incertitude autour de cette estimation. Pour les très petites valeurs de k, le graphique est très instable. L'estimateur descend puis remonte fortement. Ce comportement n'est pas surprenant. À cet endroit, l'estimation repose sur un nombre extrêmement limité de sinistres et quelques montants exceptionnellement élevés déterminent presque entièrement le résultat. Lorsque k devient plus grand, une structure plus régulière apparaît. Après une phase de hausse, la courbe se situe pendant une plage assez large autour de valeurs proches de 0,7 avec des variations relativement modérées. Cette zone est beaucoup plus informative qu'un point isolé du graphique et peut être interprétée comme une région plausible de stabilité de l'indice de queue. Une valeur de xi nettement positive confirme ici un comportement de queue lourde. Dans un contexte assurantiel, cette conclusion est importante. Les très grands sinistres restent suffisamment probables pour que l'extrapolation vers des montants élevés soit très sensible à l'indice de queue. Il faut également regarder les bandes d'incertitude, où elles sont particulièrement larges lorsque k est petit, puis se resserrent lorsque davantage d'observations sont utilisées. Cela illustre directement la diminution de variance lorsque k augmente, mais il ne faut pas en conclure qu'il suffit de prendre k aussi grand que possible. Lorsque l'on descend trop loin dans les données, on risque d'utiliser des sinistres qui ne relèvent plus de la partie réellement Pareto de la distribution. La variance diminue alors, mais un biais peut apparaître. Ce graphique illustre donc très concrètement la pratique du Hill plot, rechercher une zone de stabilité suffisamment crédible plutôt que sélectionner automatiquement une valeur de k à partir d'un critère purement numérique. Cette dernière figure compare deux Hill plots obtenus à partir des dommages de tempête déjà étudiés dans le cours, les montants de sinistres habitations et les montants de sinistres automobiles. Les deux courbes sont positives sur l'ensemble de la zone représentée. Cela suggère, pour les deux types de dommages, un comportement de queue lourde.
compatible avec le domaine de Fréchet. Mais les niveaux estimés ne sont pas identiques. Après les fortes fluctuations observées pour les très petites valeurs de K, une certaine stabilisation apparaît. Pour les dommages habitations, l'estimation se situe grossièrement dans une zone comprise autour de 0,7 à 0,8. Pour les dommages automobiles, elle est plus élevée, autour de 0,9 à 1 sur une partie importante du graphique. Cette différence a une interprétation directe en termes d'épaisseur de queue, ainsi plus élevée correspond à une décroissance plus lente des probabilités de dépassement et donc à une plus grande propension à produire des valeurs exceptionnellement élevées relativement à l'échelle courante des sinistres. Il faut toutefois rester prudent. Les courbes ne sont pas parfaitement plates et les petites valeurs de K sont particulièrement irrégulières. Comme dans l'exemple précédent, il ne s'agit pas de choisir mécaniquement un point du graphique, mais de rechercher une plage où les estimations sont suffisamment stables pour être interprétables. L'exemple est également intéressant parce que ces deux séries proviennent d'un même type d'événement météorologique. Nous avions vu précédemment que les pertes habitations et automobiles pouvaient être simultanément importantes lors des grandes tempêtes. Ici, nous examinons séparément leur queue marginale et nous constatons qu'elles peuvent néanmoins avoir des indices de queue différents. Pour l'actuaire, cette estimation de Xi est déterminante. Elle intervient dans l'extrapolation des grands sinistres, dans le calcul de quantiles très élevés et plus généralement dans l'évaluation du coût des événements rares. Une incertitude relativement faible sur Xi peut se traduire par une différence importante sur ces quantités extrêmes. Ces exemples terminent donc la présentation des estimateurs fondés sur les plus grandes statistiques d'ordre et préparent naturellement l'approche POT, où le choix du seuil jouera un rôle analogue au choix de K.